l'erreur, c'est un sujet cool par rapport au sujet précédent qui était la causalité, la localité aussi, enfin, des choses très compliquées. Alors que là, l'erreur est un sujet qui permet de dire à peu près ce qu'on veut, puisque toute erreur qu'on commet dans son propos est à mettre au crédit du sujet qu'on nous a proposé. Alors, simplement, moi, je ne vais pas parler des erreurs expérimentales qui sont un sujet en soi très compliqué. Je vais parler des situations dans lesquelles on ne sait pas qui a tort et qui a raison. Et d'ailleurs, si on fait de la recherche sur beaucoup de sujets, c'est parce qu'il y a des avis divergents, il y a des hypothèses différentes. On ne sait pas qui a raison et on mène des travaux pour à la fin tenter de dire qui avait tort, sans que ce soit... pour la raison que Claude a dit, sans que ce soit un reproche qu'on le fait. C'est important qu'il y ait des gens qui... Parce qu'on ne sait pas, a priori, comment est la nature. Et donc, il est normal que parmi les hypothèses qu'on envisage, certaines soient justes, certaines soient fausses. Et ceux qui ont envisagé des hypothèses fausses ne sont pas moins utiles que ceux qui ont imaginé des hypothèses vraies. Au contraire. Bon. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est que la physique? Moi, j'en sais rien. Simplement... j'aime beaucoup une phrase ou une analyse qui a été faite par un philosophe des sciences qui s'appelle Alexandre Koyré, qui s'est beaucoup intéressé à la période où la physique moderne est née, c'est-à-dire la période qui démarre avec Galilée, qui se prolonge avec Newton. Et il avait une formule que je trouve assez éclairante. Il disait le pari de la physique moderne, donc celle qui naît au XVIIe siècle, c'est qu'on peut expliquer le réel par l'impossible. Alors, c'est une phrase curieuse, il faut la comprendre. Elle signifie que le pari de la physique, qui démarre donc avec Galilée, c'est que les lois physiques, dont Galilée est le premier à penser qu'elles peuvent s'écrire sous forme mathématique, il pensait à la géométrie, c'est pas la géométrie qui a été d'emblée utile, mais il y avait quand même l'idée que le langage de la nature était créé, et ce sont les mathématiques. Eh bien, les lois physiques disent le contraire de ce qu'on observe. On croit souvent que le but de la physique, c'est de décrire le réel, empirique, etc. Mais en fait, les lois physiques, elles disent exactement le contraire de ce qu'on observe. De sorte que si on veut les découvrir, eh bien, il faut transpercer l'écran du sensible pour découvrir le plan intelligible qu'il recouvre. La première loi physique moderne, c'est la chute des corps. Galilée montre que contrairement à ce qu'on voit, les objets les plus lourds tombent exactement à la même vitesse que les objets les plus légers. Donc la loi dit le contraire de ce qu'on observe. Ce qui fait que si on fait confiance à la loi, on doit réinterroger l'observation, changer son interprétation et penser, et Galilée est le premier à le faire, que lorsque des corps tombent, il y a la gravité qui en effet les fait tous tomber à la même vitesse, et puis il y a une autre force, la résistance de l'air, qui n'agit pas de la même façon sur les corps lourds et les corps légers. Donc la loi dit le contraire de ce qu'on observe. Okay ? Alors au passage, et c'est pour ça que l'erreur est importante, c'est que pour pouvoir dire qu'il y a une erreur, il faut avoir une théorie ou un formalisme qui soit suffisamment précis et qui s'engage suffisamment dans ses prédictions à propos du réel pour, lors d'une expérience, dire si la théorie est juste ou pas. C'est peut-être pour ça qu'il y a une différence, je pense, entre les sciences dures comme la physique et les sciences sociales. Il n'y a pas vraiment d'expérience qui soit capable de réfuter la psychanalyse. Il n'y a pas vraiment d'expérience qui soit capable de réfuter le marxisme. Et d'ailleurs, un grand philosophe des sciences qui s'appelle Karl Popper a construit sa doctrine concernant le statut des sciences qui les distingue des pseudosciences, ce qu'on appelle la réfutabilité, à partir du constat qu'en effet, la psychanalyse et le marxisme, et d'une façon générale les sciences sociales ou les sciences politiques, ne sont pas facilement réfutables par des faits, ce qui n'est pas le cas pour les sciences physiques. Bon. Et donc ce qui m'intéresse là, c'est les situations qui sont plus ou moins fréquentes selon l'état de crise dans lequel se trouve la physique, où une mesure, une observation, un résultat d'expérience sont contradictoires avec là ou les théories qui prétendent décrire cette situation. Il y a un exemple récent, peut-être que vous avez suivi ça, l'expérience Opéra du CERN, enfin pas du CERN, du Grande Sasso, mais qui utilisait des neutrinos produits par le CERN. Le Grande Sasso est un laboratoire qui est en Italie, dans les Abruzzes,
où il y a des grands détecteurs souterrains qui permettent de détecter le passage de neutrinos. Les neutrinos sont produits par un accélérateur du CERN, envoyés sous terre sur une distance de 730 km jusqu'en Italie. Et les mesures qui ont été faites il y a 2 ans, je crois, ont montré que les neutrinos qui allaient de Genève jusqu'à Rome allaient un tout petit peu plus vite que la lumière. Et à cette époque-là, ce résultat avait été annoncé comme la démonstration du fait qu'Einstein s'était trompé. Alors, comme vous savez, il n'y a pas besoin de tunnel puisque les neutrinos traversent la matière sans pratiquement interagir avec elle. Et ce qui est intéressant, c'est que ce résultat a donné lieu à toutes sortes d'analyses, de réexamens, aussi bien expérimentaux que théoriques, qui ont été très féconds. Par exemple, on s'est rappelé à cette occasion, une chose qu'on avait oubliée, c'est que la théorie de la relativité n'implique nullement qu'on ne peut pas dépasser la vitesse de la lumière. Il y a toutes sortes de phénomènes qui peuvent aller plus vite que la lumière. Par exemple, on peut couper du papier avec une paire de ciseaux à une vitesse plus grande que la lumière sans que ça viole la relativité. C'est l'intersection géométrique de 2 droites qui se propage. Ce n'est pas de la matière qui se propage, c'est l'intersection de droites qui sont les branches du ciseau. Ces branches ne vont pas à la vitesse de la lumière, mais leur point d'intersection peut dépasser la vitesse de la lumière sans que ça viole la relativité. Ensuite, on s'est rendu compte, on s'est rappelé, et c'est pourtant une chose qui a été publiée pour la première fois en 1911, que la théorie de la relativité implique l'existence d'une vitesse limite. Mais elle n'implique pas, dans sa généralité, que cette vitesse limite soit la vitesse de la lumière. Et donc on a ressorti des vieux papiers. Il y a des gens qui ont pris acte du résultat et ont proposé de l'interpréter à partir de nouvelles théories, comme la théorie des cordes, avec l'idée que les neutrinos pouvaient circuler dans des dimensions supplémentaires d'espace-temps. Enfin, on a vu toutes sortes de travaux de ce genre, accompagnés de travaux menés par les expérimentateurs qui vérifiaient que les mesures avaient été correctes. Et au bout de 6 mois, je crois, on s'est rendu compte qu'il y avait 2 erreurs qui se compensaient légèrement. L'une concernant des câbles coaxiaux, l'autre concernant une horloge atomique qui ne battait pas la seconde comme il faut. Mais il y a eu à cette occasion-là une réflexion très profonde qu'on a pu suivre en continu à propos des fondamentaux de la physique, que ce soit la mécanique quantique, que ce soit la théorie de la relativité restreinte et que ce soit aussi la théorie de la relativité générale, puisqu'en relativité générale, la question de savoir ce que veut dire mesurer un temps de vol n'est pas une question triviale. En tout cas, elle n'est pas aussi simple qu'en théorie de la relativité. Et cette erreur de mesure a été bénéfique et féconde au sens où elle a permis de retravailler des questions qu'on avait un petit peu oubliées, tant les résultats précédents ne permettaient pas ou ne donnaient pas l'occasion de les réinterroger. Donc, ça montre que dans ces situations qui ont été récurrentes dans l'histoire de la physique, où il y a un désaccord entre une mesure et une prédiction théorique, il faut s'empresser de ne pas conclure. Parce que grosso modo, et là je fais une analyse à la serpe, il y a 3 situations possibles. Première situation, l'erreur de mesure. Bon, Opéra, c'est un exemple parmi d'autres, mais dans toute l'histoire de la physique, évidemment, il y a eu des erreurs de mesure qui ont accompagner ces événements. Deuxième hypothèse, il faut imaginer, pour résoudre cette contradiction, qu'il y a dans la nature des choses qu'on n'a jamais vues, qui, si elles existent, rétablissent l'accord. Donc l'exemple le plus célèbre, c'est lorsqu'on regarde au XIXe siècle le mouvement de la planète Uranus. Avec des calculs newtoniens, on peut tenir compte de l'influence des autres planètes. Évidemment, il y a la force de gravitation entre le Soleil et cette planète, mais il y a aussi des effets induits par les autres planètes du système solaire. Et quand on fait ces calculs, on obtient un mouvement qui n'est pas exactement celui qui est observé. Bon. Et à l'époque, la confiance qu'on a dans la théorie de Newton est tellement grande que l'hypothèse qui vient immédiatement à l'esprit, c'est qu'il existe une autre planète qu'on n'a pas vue, qu'on n'a pas encore vue, dont l'effet gravitationnel sur Uranus explique le désaccord. Des calculs sont faits, et des astronomes comme Le Verrier, et puis un de ses collègues anglais qui s'appelle Adams, pointent leur télescope dans la direction indiquée,
et voir une nouvelle planète qui s'appelle Neptune. Et ça, c'est ce qu'on appelle une solution ontologique, qui rétablit le désaccord, c'est-à-dire qui rétablit l'accord, pardon. C'est-à-dire qu'on suppose qu'il y a dans le réel quelque chose qu'on n'a jamais vu, qui, par son existence, rétablit l'accord. Donc là, on a prédit l'existence d'une nouvelle planète, c'est évidemment spectaculaire, mais on n'a jamais fait que prédire un exemplaire de plus, ou un membre de plus, dans une famille, ça des planètes qui étaient déjà connues. Et donc il y a eu même des cas qui se sont répétés, un peu semblables à celui-ci, où la solution ontologique a été plus spectaculaire. Évidemment, le cas le plus simple que je pense vous connaissez, c'est le problème de la radioactivité bêta. À partir de la fin des années 20, avant même qu'on ait découvert le neutron, on comprend que la radioactivité bêta, c'est un phénomène par lequel certains noyaux émettent des électrons. Donc les gens voient sortir des électrons des noyaux. Et l'hypothèse qui avait cours à l'époque, c'était l'hypothèse du proton neutre. C'est-à-dire on pensait, parce qu'on savait que la masse d'un noyau était plus grande que la masse de ses protons, la somme des masses de ses protons, et que la différence entre la masse d'un noyau et la masse de ses protons, c'était un nombre entier 2 fois la masse d'un proton. Donc les gens pensaient, c'est Rutherford qui avait émis cette hypothèse, qu'il y avait dans les noyaux ce qu'on appelle des protons neutres. Et il allait de soi que les protons neutres, c'était des protons agglomérés à des électrons, des espèces d'atomes d'hydrogène miniatures, de sorte qu'on considérait que dans le noyau n'existaient comme seule particule que des protons positifs et des protons neutres, c'est-à-dire des protons des électrons. Et la radioactivité bêta qui montrait que sortaient des noyaux, dans certaines situations, et pour certains noyaux, des électrons, était considérée comme une validation de cette hypothèse. Bon. Mais en fait, quand on fait des calculs, on s'aperçoit que si le neutron ou le proton neutre, qu'on va à partir de 1932 appeler le neutron, à partir du moment où on constate que c'est vraiment une particule aussi élémentaire que le proton. Mais si vous supposez que le proton se désintègre en 2 corps, car le neutron devient un proton plus un électron. Et si vous supposez que dans cette transformation sont conservées à la fois l'énergie et l'impulsion, il y a un calcul que vous avez certainement fait qui montre que l'énergie de l'électron est une fonction qui ne dépend que de la masse des 3 particules mises en jeu. Il y a la masse du proton, la masse du neutron, la masse de l'électron, qui sont fixes. Et donc ce résultat vous dit que l'électron émis par radioactivité bêta doit avoir toujours la même énergie, qui est notamment indépendante du noyau qui émet cet électron. Lise Meitner et d'autres physiciens font des mesures avec des appareils qui commencent à permettre des mesures précises de l'énergie des électrons, qui montrent que ce n'est pas du tout ça qu'on voit. On voit que l'électron peut avoir une énergie qui peut prendre n'importe quelle valeur entre une valeur nulle et la valeur limite qu'on avait calculée par le calcul que je viens d'évoquer. Il y a un spectre, et non pas une valeur fixe. Et ça, c'est un sujet qui va préoccuper les physiciens pendant 3 ans, au moins 3 ans, et qu'on appelle le puzzle de la radioactivité bêta. Et la plupart des grands physiciens, à commencer par Bohr, font l'hypothèse que la loi physique qu'on a utilisée pour calculer l'énergie de l'électron doit être fausse. Or, cette loi, c'est la conservation de l'énergie. Et Bohr écrit un texte dans lequel il dit qu'il faut imaginer que dans la radioactivité bêta, compte tenu du désaccord que nous observons entre la prédiction et les mesures expérimentales, il faut renoncer à la loi qui a permis les calculs. Et donc il explique que la conservation de l'énergie ne doit valoir qu'en moyenne, de façon statistique, dans les phénomènes microscopiques. Ce faisant, d'ailleurs, il abandonne l'idée que le temps est homogène ou uniforme, parce que ce qui nous permet de dire que le temps est uniforme, c'est l'invariance des lois physiques au cours du temps. C'est parce que les lois physiques ne changent pas au cours du temps qu'on peut dire que le cours du temps est uniforme. Mais Bohr, tout prix Nobel qu'il est, il est prêt à liquider cette loi. Je ne crois pas qu'il connaissait le théorème de Noether, en fait. C'est une question ouverte, ça. Je n'ai pas réussi à avoir l'information. Mais vous voyez bien que si les lois physiques se mettent à dépendre du temps, ça va être compliqué de faire de la physique. D'accord ?
Et même votre micro-ondes que vous achetez au supermarché parce qu'il était calculé selon les équations de Maxwell d'une certaine époque, si les équations de Maxwell évoluent, il pourrait ne pas marcher. Donc le fait qu'il marche est une preuve sur une durée certes courte que les lois physiques sont invariantes au cours du temps. Bon. Mais vous voyez, Bohr était d'accord en l'occurrence pour adopter non pas une solution ontologique, mais une solution législative. C'est-à-dire, si la loi conduit à des prédictions fausses, c'est que la loi doit être changée. Et heureusement, enfin heureusement, je ne sais pas, il y a un physicien qui s'est intéressé justement à l'effet Zeeman anormal dont a parlé Claude, qui à l'époque a 28 ans, qui s'appelle Pauli, Wolfgang Pauli, l'homme du principe d'exclusion, qui vit une crise existentielle terrible parce que sa femme, qui vient d'épouser, vient de le quitter pour un chimiste. Ouais, mais pourquoi vous riez? Pourquoi vous riez? Parce que ce chimiste, qui n'était pas médiocre, il s'appelait Goldfinger, ce qui est tout un programme, et il était excellent. D'accord? Elle le quitte pour Goldfinger, et évidemment, Pauli fait une dépression. Il se met à boire, à se droguer, on le voit même se battre dans des bars louches de Zurich. Et son père, qui est très inquiet de le voir dans cet état, lui recommande de suivre une psychanalyse avec Carl Gustav Jung, qui habite Zurich comme lui. Donc il écrit une lettre à Jung, qui commence par ces phrases célèbres « Ma femme m'a quitté pour un chimiste. Si elle m'avait quitté pour un matador, j'aurais pu faire quelque chose, mais pour un chimiste, que faire ?» Bon. Et Pauli va avoir une idée, et il va prédire, à propos de ce problème de la radioactivité bêta, l'existence d'une particule qui ne ressemble à aucune particule connue. C'est-à-dire, au lieu de prendre une solution législative comme la préconise Bohr, il va choisir une solution ontologique. Et il va imaginer que lorsque le neutron se désintègre, il le fait non pas en 2 corps, un proton et un électron, mais en 3 corps. Et si vous avez des désintegration en 3 corps, la loi de conservation de l'énergie permet que le 3e corps ait une énergie qui se répartit selon un spectre. Bon. Et cette particule, à laquelle il donne le nom de neutron, parce que c'est en 30, le neutron n'est pas encore découvert, il fait une confusion, enfin bref, l'idée importante, c'est le 3e corps. Personne ne le prend au sérieux, jusqu'à ce qu'il rencontre Fermi en Italie, autour du lac de Côme. Ils discutent, et Fermi se convainc que l'hypothèse de Pauli est la plus sérieuse, baptise cette particule du nom de neutrino, ce qui en italien veut dire petit neutron, ou petit du neutron. D'accord ? Donc vous voyez que le désaccord, qui était l'objet de toutes les discussions de l'époque, a été résolu par Pauli par l'invocation de l'existence d'une particule, qu'il appellera d'ailleurs l'enfant fou de la pire crise existentielle de sa vie, qui s'appelle le neutrino, et qu'on a découvert expérimentalement en 1954 aux États-Unis, grâce à la mise en service du premier réacteur nucléaire américain en Caroline du Sud. Donc vous voyez, là, on a une solution ontologique qui, finalement, a été la bonne solution, ce qui ne veut pas dire que ce soit toujours le cas. Et donc, et c'est ça qui est intéressant, c'est que dans les situations que j'évoque, personne ne sait à l'avance si la solution est législative ou si elle est ontologique. Il y a même des cas où la solution consiste à supprimer de la réalité une chose qu'on croyait y voir. L'exemple le plus intéressant, que vous avez en tête, c'est Einstein avec l'éther luminifère. Et Einstein dit, non, l'éther n'existe pas, les ondes électromagnétiques sont des ondes qui se propagent dans le vide. Et il en tire toutes les conséquences. Et les conséquences, c'est une nouvelle théorie de l'espace et du temps. Mais je reviens sur l'exemple des planètes. Le cas que j'ai cité tout à l'heure, Neptune-Uranus, est un cas où c'est la solution ontologique qui l'a emporté. On a prédit l'existence d'une nouvelle planète qu'on a fini par découvrir. Vous savez qu'un peu plus tard, on s'est intéressé avec des mesures de plus en plus précises à la planète la plus proche du Soleil, qui est Mercure. Et on s'aperçoit que le péri de Mercure, qui est donc le point le plus proche du Soleil dans sa trajectoire, se déplace à chaque rotation, et qu'en fait, il a une avance par rapport au calcul newtonien
de 43 secondes d'arc par siècle. 43 secondes d'arc par siècle. Pour ceux qui ne sont pas habitués à ces ordres de grandeur, ça correspond à l'angle sous lequel on voit l'épaisseur d'un cheveu depuis une distance d'1 mètre. C'est quasiment zéro. 43 secondes d'arc par siècle. Donc dans un premier temps, beaucoup de gens disent bah, 43 secondes c'est zéro, on s'en fiche. D'autres disent mais non, c'est pas zéro. Donc ces gens-là, ils appellent ça une anomalie. Une anomalie, on appelle ça l'anomalie de l'avance du période de Mercure. Et on utilise la même recette qu'avant. C'est-à-dire, on imagine qu'il y a une planète qu'on n'a encore jamais vue, qui, par son effet gravitationnel sur Mercure, doit expliquer ce désaccord. Bon. On donne un nom à cette planète, je crois que c'est Vulcain. On la cherche, on ne la voit pas. Alors les gens disent qu'à cela ne tienne, ça doit être une sorte de nuage gazeux, diffus, qui exerce un effet gravitationnel. Puis il y a d'autres hypothèses qui sont avancées. Je ne vais pas en faire la liste. Mais il y a un jeune homme qui dit cette anomalie, ce n'est pas vraiment une anomalie, c'est plus grave qu'une anomalie. Et la solution de cette anomalie, elle n'est pas ontologique, ce n'est pas une planète supplémentaire qui va l'expliquer, elle est législative. Cette anomalie, elle montre que la théorie de Newton de la gravitation est fausse. Et donc, pour résoudre ce problème, il faudra une nouvelle théorie de la gravitation. Et Einstein va s'y atteler à partir de 1907, et 8 ans plus tard, on va fêter le premier centenaire l'année prochaine, il va publier sa théorie de la relativité générale. Voilà. Et dès qu'il l'a publié, en plusieurs articles qui paraissent en novembre 1915, il applique son équation, l'équation d'Einstein, à la résolution du problème du période de Mercure. Et il trouve 43 secondes d'arc par siècle. Il est tellement ému qu'il écrit à son ami Ehrenfest, il a des palpitations très intenses qui vont durer plus de 24 heures et qui vont pratiquement le tuer. Il a peur de mourir, tellement il est excité. C'est normal, vous prédisez à partir d'une nouvelle théorie un calcul, une mesure qui est exactement celle qui a été mesurée avec une précision incroyable. Donc il a touché le réel, pour le dire de façon résumée. Et l'histoire que je viens de vous raconter, eh ben, c'est l'histoire qu'on trouve dans tous les bouquins. Mais elle est fausse. Voilà. C'est une erreur. Et ça, on le sait depuis quelque temps. Et là, je vais vous montrer. Je ne peux pas vous le montrer comme ça, parce que... Mais peut-être avant de partir, vous pourrez voir. On a retrouvé, c'est le petit-fils de Michele Besso, qui était un ami proche d'Einstein. Ils avaient fait une partie de leurs études ensemble. Ils avaient travaillé à l'élaboration de la théorie de la relativité à Berne à partir de 1905. A retrouvé dans une malle que possédait son grand-père, Michele Besso, des manuscrits. Alors j'ai ici ces manuscrits. Ce sont des facsimilés. Hein. Les originaux sont à Paris au musée des lettres et manuscrits. Manuscrits dans lesquels on voit des calculs, des brouillons de calculs, tantôt écrits par Besso lui-même, son écriture est reconnaissable, tantôt écrits par Einstein. D'accord ? Alors, je n'ai pas le temps, évidemment, de vous commenter tout ça. Ça a été étudié par des historiens des sciences, par des physiciens spécialistes de l'histoire, de la genèse de la relativité générale. Et ce que montrent ces brouillons, qui datent de 1913, est assez étonnant. Alors pourquoi ? Parce que, je vous l'ai dit, Einstein, en 1907, il comprend, lors d'une après-midi de mai, il est assis à son bureau à l'Office fédéral de la propriété intellectuelle, il comprend un truc tout bête, qu'on peut lire directement dans les équations de Newton, à savoir qu'un observateur qui tombe ne sent pas son propre poids. Voilà. C'est une phrase bizarre, parce que si vous tombez, c'est sous l'effet de votre poids. Mais le fait de tomber vous met dans un mouvement accéléré qui est le même que celui de tous les corps qui tombent avec vous. Donc par rapport à vous, les objets qui tombent avec vous sont en apesanteur. Tout se passe comme s'ils étaient libérés de la gravitation. Donc la gravitation qui vous fait tomber vous libère de la gravitation. C'est bizarre. Et ce qui montre, c'est qu'un mouvement accéléré peut mimer un champ de gravitation.
C'est ce qu'il appelle le principe d'équivalence. Et c'est à partir de ce principe qu'il va travailler à une nouvelle théorie de la gravitation. À partir de 1909, il a un poste à Prague. Et c'est là-bas qu'il se rend compte qu'il ne pourra pas formuler une théorie relativiste de la gravitation dans un espace-temps de Minkowski. Un espace-temps qui est celui de la relativité restreinte. Qui fera une autre forme d'espace-temps, riemanien par exemple, ou avec une certaine courbure. Et il sait que le mathématicien qui peut l'aider à travailler à cette nouvelle théorie s'appelle Grossmann. C'était son professeur au Polytechnicum de Zurich, dont il séchait les cours. Donc il rentre dardard à Zurich, à partir du moment où il comprend ça, pour travailler avec Grossmann. Et ils publient ensemble, en 1912, un article qui est un peu passé à la trappe de la mémoire des historiens, qui s'appelle « Esquisse de relativité générale ». Et c'est un article en deux parties. Grossmann fait la partie mathématique, Einstein fait la partie physique. Et en fait, Einstein refuse le tenseur que lui propose Grossmann, au motif qu'il n'est pas assez physique. Et donc il prend un autre tenseur. Et ce qu'on vient de découvrir là, c'est que Einstein utilise cette équation dans laquelle le tenseur n'est pas exactement celui de Grossmann, mais un autre, pour résoudre le problème du Perlin-Mercure, dont il dit dès 1908 qu'il sera le test de sa théorie. Et donc il fait le calcul, et c'est ça qu'on a retrouvé. Et le calcul qu'ils obtiennent, le résultat du calcul qu'ils obtiennent, est complètement fou. Ce n'est pas 43 secondes, c'est 20 minutes. Alors après, ils se rendent compte qu'ils se sont trompés sur la masse du Soleil, qui intervient au carré dans la formule en question. Donc ils corrigent, on voit ça, ils corrigent, mais c'est toujours très faux. Alors on pourrait se dire, mais Einstein, voyant que c'est faux, va changer de théorie. Pas du tout. Pas du tout. Et c'est pour ça que ce document est incroyable. C'est que parallèlement, il démontre ce qu'il appelle la relativité du mouvement de rotation. Il montre que le principe d'équivalence peut se généraliser à des mouvements de rotation qui peuvent être mimés, qui sont des champs de gravitation qui peuvent être mimés par certains types de mouvements. Il est tellement content d'avoir fait cette démonstration qu'il écrit dans la marge « Das stimmt », ça marche. Et puis il écrit un peu en dessous « unabhängig geprüft », c'est-à-dire prouvé de façon indépendante. D'accord ? Et donc il est prêt à liquider le Perlin-Mercure parce qu'il bénéficie d'un résultat théorique qui lui paraît plus important. D'accord ? Et en fait, on a pu reconstituer la suite de l'histoire. En 1915, au début de l'année, il veut publier ce résultat, et c'est là qu'il se rend compte qu'il y a une erreur de calcul dans sa démonstration de la relativité du mouvement de rotation. Constatant cette erreur, et constatant du coup que le résultat n'est pas acquis, il accepte la première version du tenseur de Grossmann, et c'est ça qui va donner la relativité générale. Autrement dit, quand il publie le Perlin-Mercure en janvier 1916, et qu'il reçoit les félicitations de Hilbert, qui lui dit « Mais comment vous avez fait pour calculer aussi vite ?» Ben, il a calculé aussi vite parce qu'il a déjà fait le calcul. C'est un calcul perturbatif qu'il avait fait avec un tenseur presque similaire à celui qui a été publié par la suite. Et donc il s'était entraîné avec Bessot, comme quoi les erreurs peuvent être à la fois trompeuses, mais fécondes, puisqu'elles participent du mouvement d'avancée des connaissances. Voilà.